suis Thomas, je vais vous faire ma présentation qui est liée donc au canoë-kayak, donc discipline à laquelle je ne suis pas familier de base, que j'ai rencontré dans le cadre de mon cursus professionnel. Tout d'abord, je tiens à dire que je vais essayer de faire en sorte que la présentation soit la plus intéressante pour vous, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà entamé des processus de récupération. Donc le but, c'est pas que vous vous endormiez. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que je suis très heureux d'être ici parce que je suis passé par là il y a quelques années, dans ces mêmes locaux, ces mêmes bâtiments, avec ces mêmes professeurs que je remercie. Ce qui me permet de vous présenter mon parcours. Donc je suis un local, je suis né à Castres, même si aujourd'hui je travaille à Paris. Ici c'est Castres Olympique. J'ai fait tout mon cursus STAPS, de la licence jusqu'au master j'ai mis Paul Sabatier. Alors j'ai appris récemment que ça avait changé de nom, mais vous m'excuserez. À la suite du master, j'ai été embauché, j'ai travaillé en CDI pendant 2 ans à l'ITEPS, à Muret, pour ceux qui connaissent, Institut Toulousain d'expertise de la performance et de la santé. Endroit dans lequel nous rencontrions un large réseau professionnel de différents pratiques sportives, où j'ai rencontré notamment des gens du milieu du canoë-kayak, de l'équipe olympique. Le courant est bien passé. J'ai eu une proposition fin 2020, donc j'ai accepté. Je suis parti m'installer, un grand regret pour la situation géographique, mais ça valait le coup en région parisienne. Et donc ça fait maintenant 5-6 ans que je suis là-bas, où j'ai vécu donc l'Olympiade de Tokyo 2021 qui avait été décalée pour le fameux Covid. J'ai vécu les Jeux de Paris 2024, et à ce jour nous sommes en préparation comme moult fédérations françaises pour les Jeux de Los Angeles 2028, et donc ça implique l'obtention des quotas olympiques dès aujourd'hui, dès cette année, où nous sommes passés par les mondiaux l'année dernière en Australie, et où nous irons en juillet aux États-Unis, donc sur le lieu des Jeux de Los Angeles. Dans le cadre de cette présentation, je vais essayer de suivre en fil conducteur le travail que j'ai réalisé sur l'année de préparation des Jeux de Paris 2024, dans le cadre de ma thèse, parce que j'ai une double casquette, préparateur physique et doctorant, où je suis en 3e année. J'ai toujours défendu en tant que philosophie de vision du milieu dans lequel nous sommes tous et toutes en ce moment, un aspect théorique et un aspect pratique, c'est-à-dire que je ne peux pas concevoir de proposer de l'entraînement sans avoir un minimum de bagage scientifique, de la même manière que sans légitimité de terrain, c'est compliqué de s'adresser à des athlètes de haut niveau. Donc dans le cadre de mes interventions, il y a de la préparation physique, du monitoring, etc. Et c'est lié de manière conjointe avec ce que je fais dans le cadre de mon travail de recherche. Vous avez peut-être vu sur la première diapo que je mentionnais notamment l'université de Perpignan, où je suis rattaché à son école doctorale et au laboratoire Espace Dev pour justement tout ce qui est suivi physiologique longitudinal, c'est-à-dire tout au long d'une saison et d'une Olympiade, sur du relevé de données physio d'athlètes, principalement en conditions écologiques, c'est-à-dire des données recueillies de manière non invasive, notamment via des outils connectés, où je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui est équipé de ce genre d'outils, où on en reparlera par la suite. Donc sur le terrain, je m'occupe des séances de musculation et des séances dites physio, donc les séances qui concernent la partie non technique patho, donc
Vous savez ce qu'est un préparateur physique, donc je ne suis pas entraîneur de kayak, je n'explique pas comment mettre un coup de pagaie. J'ai également la casquette dite de référence scientifique. Alors je dis bien dite de référence scientifique parce que un certain Socrate disait ce que je sais, c'est que je ne sais pas, et je pense qu'on ne cesse d'apprendre tous les jours. Donc je ne vais pas me targuer de connaître l'ensemble des éléments scientifiques, et il faut toujours rester dans la construction à ce niveau-là. Pour ce qui est du contexte, ce qui m'anime et ce qui nous anime avec les collègues de l'équipe, c'est déjà la définition de la performance, qui est, on va dire, implique une vaste étendue de notions. La performance, elle va de la personne qui va faire son peut-être premier marathon en 5 heures, comme à la personne qui va être championne olympique. Chacun a sa vision de la performance. En tout cas, ça va toucher à une notion de victoire, de classement, de chrono, de charge soulevée, de vitesse. Ce sera des paramètres notamment physiques ou physiologiques qui pourront être mesurables. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'elle est multifactorielle. Donc, la personne qui peut dire j'ai le guide du sportif ou de la sportive de haut niveau pour être championne olympique, je l'ai publié, ça n'existe pas, ou ce sera un grand chaman qui essaiera de vendre sa méthode. Ça dépend d'énormément de paramètres et de facteurs, notamment génétiques, physiologiques, techniques, psychologiques. C'est extrêmement compliqué. On peut pas. C'est difficile de mesurer, d'avoir une mainmise sur l'ensemble des paramètres qui touchent à la performance aujourd'hui. On essaye d'avoir le plus possible de contrôle, mais il y a toujours une part d'incontrôlable. Donc, il faut bien avoir à l'idée que la performance, c'est pas VO2 plus rapport poids-puissance égale tac. Dans certains sports très physio, ou dans certains sports où il y aura un minimum de qualité physiologique et athlétique mise en œuvre, ça pourra avoir une logique, mais il y aura quand même un côté énormément multifactoriel. Pour ce qui est du canoë-kayak, bon, je vous ai dit que je ne connais pas de la discipline, donc il y a deux disciplines qui sont olympiques. La partie, je ne vais pas vous faire un speech sur le kayak, mais il y a une discipline en eau vive, donc le slalom, discipline de laquelle était issue notre cher Tony Estanguet qui a organisé les JO, enfin, qui a fait partie de l'organisation, et la course en ligne sur bassin d'eau plate, qui est plus assimilée à l'aviron ou à la natation, course en confrontation directe sur 8 à 9 couloirs, point A, point B, le premier qui arrive à gagner. Et le slalom, ce sera un parcours où il faudra descendre et remonter certaines fiches, certaines portes. En ce qui concerne les KPI, je sais que nous avons une prof d'anglais dans la salle, donc je vais reprendre un anglicisme. KPI pour Key Performance Indicator, j'espère que je le dis bien. Ça fait partie de ce qu'on va analyser le plus en plus aujourd'hui dans l'analyse de la tâche. Donc c'est les paramètres clés de la performance qui vont nous permettre, entre guillemets, de faire gagner un athlète, de l'amener le plus possible vers la victoire. Donc on va essayer, dans le canoë-kayak, d'optimiser certains paramètres clés de la performance, notamment au niveau du système nerveux et musculaire. Moi, je vais englober ça dans un même paramètre. Donc ça va être la force et ses dérivés. Les systèmes cardio-respiratoires et vasculaires. Ensuite, il y aura des systèmes sur lesquels on aura moins la main. Ça, ce sera la merci papa, merci maman, la génétique, c'est-à-dire la morphologie de base, la longueur osseuse, tendineuse, etc. Bon, c'est compliqué d'avoir une action, voire impossible d'avoir une action là-dessus. Et puis la composition corporelle, le rapport poids-puissance, des choses comme ça. Et le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, mais mon collègue a très bien précisé précédemment ce que c'était, c'est l'entraînement, que ce soit au niveau des coachs ou au niveau des athlètes. Beaucoup de gens utilisent le mot entraînement comme un mot valise et vont en séance comme s'ils allaient à un cours d'art plastique ou un cours de techno sans y mettre les bonnes intentions derrière et ne savent pas vraiment ce que veut dire s'entraîner, et surtout sur un corps qui a subi déjà des années d'entraînement. L'entraînement, c'est un stress, c'est une perturbation. Le but, c'est d'aller le sortir de l'homéostasie et d'aller générer une adaptation derrière. Donc, avec
les principes de surcompensation derrière, mais la base, c'est de comprendre cette notion d'entraînement avant d'aller plus loin. Ce qui me permet d'arriver à comment on optimise cette notion d'entraînement, notamment via des principes de suivi, donc gestion de la charge interne-externe, qui peuvent se faire notamment sur un suivi longitudinal, c'est-à-dire quand on est en charge d'une équipe ou d'une fédération, on a le temps de gérer ça sur des mois, voire des saisons, et donc de mettre en place des stratégies, notamment en observant les déterminants les plus importants, qui ont été dits également précédemment, donc je ne vais pas revenir dessus. Et le point sur lequel on va s'attarder, donc c'est le sommeil, période favorable, voire très favorable au gain, et donc c'est un élément fondamental aux vivants et donc aux sportifs qui en quête de performance. Dans le cadre de mon travail de préparation physique et également de mon travail de recherche, on s'est posé avec la fédération et avec le laboratoire deux questions principales. Est-ce qu'au sein d'une équipe de France, donc c'est-à-dire d'un groupe de différents athlètes, on est en capacité de voir et d'identifier différents profils de récupérateurs? C'est-à-dire que là, dans la pièce, tout le monde a ses particularités génétiques, tout le monde a ses habitudes et tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et vous pourrez tous faire un 4x10 sur un exercice de musculation ou un 10x400 sur la piste d'athlé. On ne récupérera pas et on n'aura pas les mêmes effets en sortie. Donc il va y avoir une notion d'individualisation. Et ensuite, la question paraît simple, mais est-ce qu'on peut réellement observer une corrélation entre le sommeil et la performance? Donc pour ce qui est de la mise en pratique sur l'année olympique, j'ai équipé donc ce qu'on appelle en conditions écologiques, donc de manière non invasive, de bagues Oura, qui sont des outils qui permettent de relever différents paramètres, pas que de sommeil, mais également des données physiologiques, des bagues qui sont validées face à la polysomnographie, donc qui donnent des informations valables scientifiquement. Donc 16 athlètes environ 25 ans qui s'entraînent une vingtaine d'heures par semaine depuis environ 2 cycles olympiques, donc ça fait pas mal de temps, de slalom et de sprint. Et nous avons relevé donc les paramètres de la charge interne, de la charge externe, ainsi que leurs données d'entraînement via les Garmin, les Polar H10, les centrales inertielles, etc. sur une plateforme de suivi d'entraînement, donc en l'occurrence les Sharp, il en existe d'autres, hein, c'est un exemple. Et donc tout cet ensemble de données, donc toutes ces datas, ont été analysées via ce qu'on appelle du machine learning, une méthode d'intelligence artificielle, avec un apprentissage non supervisé, ce qu'on appelle du clustering K-means, pour essayer de faire discriminer, donc de faire sortir des groupes qui pourraient apparaître via cet ensemble de données. Donc sur un an. La première étape, donc au niveau de la catégorisation des nuits de sommeil, donc le nombre d'athlètes fois le nombre de jours, ça nous a permis de relever quasiment 6000 nuits. Ça a été de relever les variables les plus importantes qui ressortaient. Donc les variables qui ressortaient comme étant discriminantes comme paramètres de récupération étaient la fréquence respiratoire, qui est un indicateur du système de récupération cardio-respiratoire, la fréquence cardiaque au niveau du système cardiovasculaire, la VFC, donc VFC ou HRV, donc variabilité de la fréquence cardiaque ou Heart Rate Variability, c'est une indication sur l'état du système nerveux autonome, c'est-à-dire la balance entre le système sympathique et parasympathique, donc ça nous donne une information importante, et temps d'éveil et heure d'éveil. Donc ce qui est important de préciser, c'est que un paramètre pris de manière isolée ne permet pas de nous donner des informations qui nous permettent de valider des profils ou de valider des pistes.
mais il faut croiser et corréler différents paramètres pour avoir des tendances qui sortent. Via ces 5 variables, on a pu faire apparaître 4 groupes de récupérateurs parmi les 16 athlètes de l'équipe de France présents. En bas à droite, ce que vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Sankey, donc ça permet d'avoir une vision globale de toute l'année. Bon, alors c'est de l'art abstrait. Hein. Ce qu'on peut voir, c'est que bien que donc chaque couleur représente un groupe d'athlètes, bien que chaque groupe soit distinct, à un moment donné dans l'année, il y a des variabilités interindividuelles où des athlètes vont passer également dans d'autres groupes de récupérateurs. Donc là, encore une fois, le livre de cuisine ou la recette magique n'existe pas. Il faut quand même à chaque fois nuancer ses propos et interpréter ce qu'on avance. Ensuite, l'objectif, ce que je disais, ça a été d'essayer de catégoriser les athlètes et de mettre en lien les groupes, je le rappelle, qui sont sortis de manière anonymisée. L'objectif, c'était pas de donner d'orienter les valeurs en sortie. Donc, les groupes anonymisés qui sont sortis derrière, on les a désanonymisés de manière à faire matcher avec les niveaux de performance qui ont été obtenus entre le début de l'année olympique et les JO. Donc, on a 4 groupes qui sortent. 2, pardon. Le premier groupe, le groupe dit on l'appelle comme ça, des mauvais récupérateurs, donc c'est les mauvais chasseurs. Donc ce premier groupe avait une fréquence cardiaque nocturne élevée et avait une VFC basse. Ce groupe donc de 4 athlètes n'a atteint aucune finale internationale sur la saison olympique. Le second groupe, c'était celui dit des bons récupérateurs. Alors, eux, ils avaient une VFC élevée, une bonne efficacité de sommeil et, malgré une fréquence respi élevée. 4 athlètes sur 5 ont terminé dans le top 10 des Coupes du Monde ou du classement sur le circuit Coupe du Monde. Le troisième groupe, c'est celui qu'on a appelé le groupe des super dormeurs. Alors, eux, dans les scores de sommeil, alors c'est M. Nedelec sur le premier passage qui a parlé des scores d'efficacité de sommeil. Donc, entre temps passé au lit et temps dormi, il y a également d'autres algorithmes qui peuvent être observés sur notamment la latence à l'endormissement, c'est-à-dire le temps qu'il va falloir à une personne pour s'endormir. Pas que ce soit trop peu, pas que ce soit trop non plus. Le temps passé dans chacun des cycles de sommeil, le sommeil profond étant, ça a été dit, une des parties du sommeil qui permet le plus la récupération physique, etc. Donc le score d'efficacité de sommeil sur ce groupe des super dormeurs était très élevé et leur durée de sommeil était également très élevée. Dans ce groupe de 3 athlètes, on a une médaille d'argent olympique et 2 autres qui ont terminé dans des top 6 internationaux. Et le dernier groupe, c'est celui qu'on a appelé le groupe des récupérateurs optimisés. Donc ils étaient 4. Alors, pour vulgariser ce qui est dit, c'est que peu importe la situation dans laquelle ils se trouvaient, c'est-à-dire déplacement, donc déplacement qui est récurrent dans la vie d'un sportif ou d'une sportive de haut niveau, qui va donner des jambes immobilisées, qui va donner du jet lag, qui va donner du lever tôt, des changements dans les modes alimentaires, donc qui va vraiment générer de la fatigue. Peu importe les niveaux de stress, c'est-à-dire l'approche des compétitions, où on remarque que généralement les athlètes dorment relativement moins ou moins bien, peu importe les conditions dans lesquelles ils étaient, leur fréquence cardiaque restait basse et leur VFC était assez élevé, et je ne l'ai pas noté, et leur fréquence respi était assez basse également. C'est-à-dire que eux, en fait, c'était les athlètes rustiques qui étaient
bien fait pour la récupération. Donc, c'est les gens qui arrivent à bien récupérer, mais également dans des mauvaises conditions. Dans ce groupe de 4 athlètes, 3 sur 4 ont soit remporté un titre, donc un titre ça veut dire premier, hein, en Coupe du Monde, soit une médaille olympique, dont je tairai la couleur. Ce qui nous permet de discuter de ce qu'on a observé. On remarque donc l'importance sur la quantité et la continuité dans le sommeil. Ce qui est important également de signaler, c'est l'énorme variabilité interindividuelle qui a été relevée. Beaucoup d'athlètes, bien qu'on soit sur du sport de haut niveau, beaucoup d'athlètes suivent des programmations ou des planifications qui peuvent être similaires, se ressembler parce qu'ils ont les échéances au même moment, parce qu'ils ont la même activité sportive. Donc même si oui, il y a de l'individualisation dans le sport de haut niveau, il ne faut pas croire que chaque athlète va faire tous les jours quelque chose de différent d'un autre athlète, donc il va y avoir des choses très similaires qui vont se produire. Et bien, malgré un contexte qui peut être très similaire, en sortie, on observe des facultés et des paramètres physiologiques différents. Pour aller plus loin, et donc ça permet de faire toujours le lien entre la partie scientifique et la partie terrain, c'est les coachs qui... donc le labo est content quand on trouve des éléments, et le coach qui dit, bon, en fait, moi je m'en fous, qu'est-ce qu'on fait? Donc l'objectif, c'est d'avoir derrière des éléments clés pour rentrer sur de l'individualisation et de l'adaptation. Donc un profil d'athlète qui se crée avec un temps important, avec une somme de données très importante, avec également de la discussion et surtout de la mise en relation avec ce qui est réalisé en sortie. Et dernière chose, avec sa propre connaissance, parce que plus un athlète ou une athlète a un niveau important, plus on remarque que ses perceptions individuelles, donc on peut penser notamment au RPE, ou ses propres sensations, sont proches de la réalité. Donc ils ont quand même une excellente perception d'eux-mêmes, mais ces données physiologiques et ces données de sommeil apportent malgré tout ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Donc ce n'est pas le bouton atomique qui permet de dire on s'entraîne ou on s'entraîne pas, on réduit ou on augmente. C'est un outil d'aide à la décision qui rentre en compte dans la discussion avec les coachs et parfois dans la discussion tripartite avec les athlètes où on voit ce qu'on met en place et comment on adapte. Alors après, on peut se demander quid de la part génétique. Je ne peux pas vous donner le pourcentage de part génétique. Je pense qu'il est énorme. Mais également, quid de la part des routines qui sont mises en place, notamment aujourd'hui avec le téléphone qui est un os qui fait partie du prolongement de notre main et de notre bras, et notamment des écrans et des réseaux sociaux qui nous ont transformés en moustiques géants, qui contribuent à retarder et à rendre de moins en moins bon la qualité de sommeil. Donc versus un athlète qui va mettre en place des routines de lecture en se faisant son petit rituel, à boire sa tisane le soir et à faire sa petite balade avec son chien ou à baisser les lumières tranquillement et à être dans un environnement calme. Les deux seront pas les deux auront pas les mêmes chances en sortie de bien récupérer. Donc il y a une partie, même dans le sport de haut niveau, des choses qu'on ne voit pas. Donc et ça joue pas de l'ordre du gain marginal, hein, ça joue réellement. Il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas jour et nuit dans l'intimité des athlètes. Il y a des choses du travail de l'ombre qui va faire partie de quand je vais le voir le lendemain matin à 8h30 ou 9h en séance, dans quel état il est. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc l'aide à la décision et les adaptations à l'entraînement. Je laisse un point d'interrogation parce que je n'ai pas la réponse. C'est de l'ordre à chaque fois de la discussion et de l'individualisation. On ne peut pas dire ton score de sommeil est de 85 ou ta VFC est de 112 RMSSD,
Tu vas faire 9 x 400 à la place de 10 x 400, ou tu vas faire 6 x 3 minutes, 8 x 3, enfin, c'est pas aussi simple que ça. Après, il faut arriver à avoir ce qu'on appelle une intelligence situationnelle pour lui proposer des choses intéressantes. Voilà. Merci à tout le monde.